Je me suis posé la question, comment pourrais-je présenter Farida aux auditeurs de radio à vous l'été? Tellement elle a fait, tellement elle a accompagné cette lutte, tellement elle a été disponible que malgré moi, Sylvain m'a dit, écoute, Wescal, il va falloir quand même la présenter en quelques mots. Voici ce que je vais essayer de faire. Madame Farida Bemba Nabourema, vous êtes née le 19 avril 1999 à Lomé. Non, je ne suis pas née en 99, je suis née en 90. Oui, justement, c'est ce que je voulais dire. 19 avril 90, autant pour moi, à Lomé. Militante togolaise des droits de l'homme et écrivaine. À 20 ans déjà, vous fondez le mouvement Formasgo qui a marqué la vie des Togolais de la diaspora et celle de ceux qui résident au Togo. Avec ce mouvement, vous aviez appelé à la résistance civile dans l'intérêt de la démocratie au Togo. Après votre baccalauréat en 2007, si je ne me trompe pas, vous aviez étudié l'histoire à l'université de Lomé avant de poursuivre vos études en relations internationales aux États-Unis à l'American University School of International Service de Washington, D.C. Ainsi, vous êtes installé depuis vos 18 ans aux États-Unis. En 2003, votre père Bemba Nabourema, que je connais personnellement et que je salue de passage, fut sévèrement torturé alors que vous aviez que 13 ans. Ceci a dû, je crois, beaucoup influencer votre engagement politique. En 2017, vous aviez reçu le prix de Advocate of the Year, catégorie femmes par les African Youth Awards. Par le passé, vous aviez été directrice de l'engagement à l'Association des droits des femmes dans le développement, à 8, où vous aviez œuvré à renforcer les organisations œuvrant pour l'égalité des sexes et les droits des femmes. De 2020 à 2021, vous aviez été chercheuse principale en résidence du programme Jenny Randolph du think tank parapublic United States Institute of Peace. Vous êtes également une enseignante chercheuse en résidence auprès de SNF Agora à l'université Johns Hopkins, où vous donnez des cours de premier cycle sur l'autoritarisme à l'ère digitale et l'engagement citoyen. Reconnu pour votre leadership, vous avez été classé parmi les 100 personnes les plus influentes au monde en matière de politique du genre par l'organisation Apolitical en 2021. Bref, Farida, vous êtes une militante pour les droits de la personne humaine, vous êtes une écrivaine et aussi une journaliste. La liste est très longue. Nous allons vous découvrir au fur et à mesure en découvrant également ce livre Mélancolie de l'opprimé que vous venez de sortir. Merci. Voilà ce que je pourrais dire en quelques lignes ou en quelques phrases sur notre chère invitée Farida Nabourema Bemba. Je pense que ce n'est pas tout. Si Farida voudrait ajouter quelques mots sur sa présentation, sinon on peut y aller, Farida. C'est à vous de voir. Merci beaucoup, Sylvain. Et merci à vous également. Je ne souhaite rien ajouter parce que je n'ai pas pu lire une biographie, mais je voudrais apporter quelques petites explications, si vous le permettez. Bien sûr. D'abord, en 2003, mon père a été effectivement arrêté, mais ce n'est pas en 2003 qu'il a connu des sévices et des tortures, c'est beaucoup plus tôt que cela. Et ensuite, je ne vis plus aux États-Unis depuis 2007. Entre 2020 et 2022, j'ai passé entre 2 et 3 mois successivement dans ce pays. Et c'est tout. Mais je vis pleinement, à temps plein en Afrique depuis maintenant 9 ans. Et, tout à fait. Finalement, je ne me réclame pas de la profession de journaliste, car quiconque est journaliste pourrait trouver mes chroniques extrêmement biaisées, et je suis volontairement biaisée. Je suis une militante, mais pas une femme des médias. Je vous remercie.
En tout cas, vous en avez beaucoup fait sur le plan communication. Si certaines personnes vous collent ce métier de journaliste, c'est pas aussi évident. Je comprends. Merci, merci de t'apporter et partager cette émission. Farida, on ne va pas perdre du temps. Vous nous parlez, mais vous avez offert ce livre, Mélancolie de l'opprimé. Alors, quand vous évoquez opprimé, je considère que vous parlez de la majorité du peuple togolais qui subit la dictature sous toutes ces formes-là. Et vous faites partie aussi de ce peuple opprimé. Alors, mais à quel moment, Farida, dans quelles circonstances avez-vous décidé de donner comme titre à votre livre Mélancolie de l'opprimé, Farida? C'est une excellente question. Je dirais que le titre est venu après la rédaction. Et dans ce livre, en fait, je m'adresse d'abord à moi-même. J'étais la principale interlocutrice et destinataire de ce livre. C'est un livre que j'ai d'abord écrit pour moi. Et ensuite pour toute personne qui partage ce combat pour la libération des peuples qui sont opprimés. Et donc, quand on parle de mélancolie de l'opprimé ici, c'est même mélancolie à moi en tant que militante, que je sais beaucoup d'autres militants partagent de par le monde, mais surtout dans le contexte africain. Ce n'est pas un livre que je limite à la communauté togolaise. C'est un livre dans lequel se retrouve tout militant qui œuvre pour la liberté et la dignité de son tant que militante, que je sais beaucoup d'autres militants partagent de par le monde, mais surtout dans le contexte africain. Ce n'est pas un livre que je limite à la communauté togolaise. C'est un livre dans lequel se retrouve tout militant qui œuvre pour la liberté et la dignité de son peuple. Et j'écris dans ce livre mes ressentis, mais de ressentis que je pense que beaucoup d'autres personnes qui sont engagées pour la justice sociale pourront également se retrouver à l'intérieur de ce livre et se mirer. C'est un livre qui parle des courroux du militant, de ses déceptions, de ses espoirs, de ses défaites et de ses victoires. Et donc, à travers ce livre, j'ai voulu rendre le militantisme, l'activisme, comme on le dit plus fréquemment, le rendre accessible à tous, permettre aux gens de voir au-delà de la façade que les activistes montrent, permettre aux gens de comprendre la profondeur du militantisme, les sacrifices du militantisme, les douleurs du militantisme, mais également la beauté en fait du militantisme, parce que c'est un acte qui exige un certain niveau de sacrifice et d'abandon de soi, et c'est un acte qui est pur, et c'est un acte qui doit être plus honoré, plus reconnu, et il faudrait que cette humanité pour laquelle se bat inlassablement les militants de par le monde, et pour laquelle s'est battu les militants depuis des millénaires, les gens puissent trouver dans ce militantisme un acte noble, puissent comprendre aussi ce pourquoi c'est important de s'engager pour une cause, et plus loin, pour que le militant lui-même comprenne que son acte, bien que ça paraisse vain, ne l'est pas, a de l'impact, a des effets, et que le militant aussi comprenne qu'il a une responsabilité. On ne vous entend plus. Farida, on vous a... Est-ce que vous nous entendez? Sylvain, je pense qu'elle a souci de micro, Farida, et je pense que, regarde, vois si ton micro est muté, s'il te plaît. Je pense que j'avais reçu un appel, c'est la raison pour laquelle. Ok, c'est tout bon maintenant. C'est tout bon. Donc, ça se comprend, ce sont les aléas du TikTok Live. Merci. Allez-y. Donc, je disais que par ce livre, je voudrais également relever, la sainteté de cet acte qu'est le militantisme et le devoir, la responsabilité morale et intellectuelle des militants, des activistes à honorer cet acte, à honorer
cette posture, parce que l'activisme c'est une posture, en assurant une certaine intégrité, une certaine moralité, pour pouvoir imposer la crédibilité dans cette démarche. D'accord. Avant de laisser notre chroniqueur Wescal vous soumettre quelques questions, puisqu'il a lu quelques extraits. D'ailleurs, il y a 2 jours, on avait décrypté dans cette même émission La Voix du Peuple, et le doyen Karl Gabem est venu lire une de vos correspondances, surtout à la classe politique de l'opposition, à nos aînés, si j'ose le dire comme ça. C'était émouvant la dernière fois. Je pense que je vais vous faire écouter plus tard la lecture posée de Karl Gaba. C'est de vous, il a lu votre correspondance. C'était très bien. Alors, avant de donner la parole à Wescal, vous avez souligné tout à l'heure que c'est votre histoire. Mélancolie, on peut l'expliquer par un chagrin émotionnel, pour certaines personnes également, qui sont dans ce combat depuis de longues années. Alors, il n'y a pas, dans ce livre, quand on l'a lu, vous n'évoquez pas que du chagrin, bien de la mélancolie, mais au-delà de décourager, vous avez dit quelque part, alors, malgré la lassitude, malgré les coups, malgré ces jours où l'on se demande si tout cela en vaut encore la peine, on continue. C'est ça, Farida. Donc, malgré tout, on continue alors à vous l'aider. C'est ça? Bien sûr. Donc, vous Bien donnez... sûr, malgré tout, on doit continuer. Parce que si d'aucuns avaient arrêté, il n'y aurait pas eu ces changements et ces progrès qui nous permettent aujourd'hui de vivre dans un semblant de dignité. Même si la liberté et la dignité dont nous jouissons aujourd'hui n'est pas ce que nous idéalisons et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Nous aurons aimé avoir beaucoup mieux que cela et nous méritons d'avoir beaucoup mieux que cela. Mais quand je parle de continuité également, il faudrait aussi comprendre quelque chose, parce qu'en tant que militant, on a tendance à se voir en super-héros avec qui commence et prend fin un combat. Mais le combat, c'est une chaîne, c'est une succession d'actions qui sont portées par une succession de personnes et qui sont posées dans le temps et dans l'espace par des individus. Par conséquent, il est question de continuité du combat et d'une chaîne. Donc, il doit y avoir un renouvellement des personnes qui tiennent cette chaîne-là et qui arrivent à tisser leur corde sur les anciennes. Donc, quand on parle de continuité, ce n'est pas seulement une continuité au niveau individuel, mais c'est une continuité au niveau de la cause et au niveau de la communauté qui porte la cause. Tout à fait. Alors, Wescal, je lisais tantôt que vous avez lu, vous, quelques extraits qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a certains passages qui vous ont marqué. Vous avez certainement quelques inquiétudes à soumettre à notre sœur Farida Bemba Nambourama. Wescal. Oui, Sylvain, c'est bien plus qu'un extrait que j'ai lu. J'ai commandé ce livre sur Amazon, je l'ai lu, je l'ai avalé, je l'ai mangé très rapidement parce qu'il est très appétissant. J'encourage déjà les Togolaises et les Togolais de le commander. Ce livre, Mélancolie de l'opprimé, pour moi, est bien plus qu'un récit politique. Il serait, comme Farida le dit bien, un miroir de vos propres réflexions sur vos conditions de militante. Vous y exposez, Farida, vos courroux, vos peines, vos craintes, mais également vos gratitudes et vos joies. La première chose que moi j'ai retenue en lisant ce livre est que vous dites écrire ce livre pour les jeunes qui vous interrogent. Pour ceux qui pensent que la lutte est un choix que l'on peut faire sans en mesurer le prix, vous dites, si vous comprenez bien, vous voulez expliquer aux jeunes ce qui les attend avant qu'ils ne s'y engagent. Non pas pour les dissuader, mais pour les y préparer. Comment comptez-vous y arriver, Farida? C'est ma première question. Vous pouvez rappeler la dernière partie de la question? Vous dites que... Vous pouvez répéter la dernière partie? La dernière partie. Que non, vous ne le faites pas.
en expliquant aux jeunes ce qui les attend avant qu'ils ne s'engagent, vous ne voulez pas les dissuader, mais plutôt vous voulez les y préparer. Mais ma question est de savoir comment comptez-vous y arriver? Eh ben, je compte y arriver par le partage de mes expériences, le partage de mon savoir. Et c'est le pourquoi de la rédaction, de la publication plutôt de ce livre, pas de la rédaction. Je compte y arriver en informant, en éduquant, à travers mes écrits. Et c'est la contribution que je fais en fait au militantisme. Ok. Si vous le permettez, voici ma seconde question. Je vais lire un extrait, si vous le permettez, et avant de poser la question. Vous dites que, je vous cite, hein, notre peuple n'est pas indifférent. Il est blessé. Il ne refuse pas la lutte par confort. Il la fuit parce qu'il a appris pour s'y engager signifie souvent tout perdre. La peur n'est pas une excuse. Elle est une réalité omniprésente, ancrée dans nos âmes par des décennies d'oppression. De nos jours, on trouve de plus en plus de jeunes désintéressés par la chose politique. Si nous voyons en fait l'actualité, la récente actualité de cette semaine, où on voit juste pour la réception ou l'accueil d'un jeune homme nommé Donné TV, il y a eu des dizaines, voire des milliers, des dizaines de milliers ou centaines de milliers de jeunes qui sont déplacés pour l'accueillir. Pourtant, on voit ces jeunes, compris entre 15 et 40 ans, se désintéresser de plus en plus de la chose politique. Quand on leur pose la question, ils disent soit d'abord, qu'ils sont déçus par la politique, qu'ils ont peur de l'oppresseur, qui est le régime en place, ou soit qu'ils préfèrent se consacrer totalement à leur destin ou à leur futur. Selon vous, que faire? Quelle communication tenir? Ou quelle stratégie adopter pour expliquer à ces jeunes qu'ils ont le droit d'avoir peur, mais qu'il y a une chose beaucoup plus importante, c'est de se battre pour la vie politique de leur nation. Quelle stratégie de communication pour attirer ces jeunes vers beaucoup plus la politique que le loisir? Merci beaucoup pour votre question. Et c'est une question qui est très importante et je pense que je vais y répondre par deux volets. D'abord, je dirais que je faisais partie également de ces personnes qui, pendant longtemps, a été extrêmement frustrée par l'empathie que l'on observe, ainsi que le laxisme qui est présent au sein de notre communauté, surtout avec une jeunesse qui se sent de moins en moins concernée par la chose politique. Mais avec beaucoup de recul, il y a des leçons que j'ai essayé de tirer en effectuant des analyses beaucoup plus approfondies. D'abord, je souhaiterais dire que nous n'avons pas le droit, de dissocier le droit au loisir de tous les autres droits humains. D'ailleurs, quand on regarde les droits fondamentaux humains, les loisirs en font partie. Nous ne devons pas, en tant que militants, interdire aux gens de se réjouir, interdire aux gens de trouver du plaisir, de se divertir. C'est un besoin humain qui doit être rempli. Et je dirais même que dans nos sociétés africaines, et encore plus dans notre société togolaise, on ne se réjouit pas assez. Nous n'avons pas suffisamment d'activités sportives, d'activités ludiques qui permettent aux populations de s'amuser et de déstresser. Contrairement à d'autres pays où tous les soirs ou tous les week-ends, les gens ont plein d'activités pour pouvoir s'évader, le cinéma, le sport, le théâtre, les concerts, les jeux, etc. Dans notre cas, la pauvreté et le manque d'infrastructures est tel qu'il n'y a même pas suffisamment d'activités ludiques pour nos populations. Et quand on regarde aussi le taux
de paupérisation qui causent déjà des véritables ennuis existentiels à nos populations. Nous avons en face de nous une population qui est extrêmement déprimée de par sa condition humaine, de par le manque d'accès aux besoins les plus basiques, à savoir les hôpitaux qui fonctionnent bien, le manque d'accès aux services publics, le manque d'emploi ou le sous-emploi, le chômage, la pauvreté, etc., font que nous avons une population qui est très stressée, nous avons une population qui est très déprimée, nous avons une population qui est très désabusée. Alors, le loisir en soi n'est pas une mauvaise chose. Donc, je ne serai pas une personne qui interdit aux gens de se divertir. Au contraire, c'est un effort que j'applaudis parce que c'est bon pour leur santé mentale, même pour leur santé physique, et c'est très bien pour leur élévation intellectuelle. Toutefois, ce à quoi nous devons faire attention, c'est que ces actes de loisirs ne détournent pas notre attention de nos faits existentiels et de nos problèmes existentiels. Parce que même si l'organisme a besoin de loisirs pour pouvoir déstresser, même si les populations, surtout les jeunes et les enfants, ont besoin d'activités ludiques pour pouvoir croître intellectuellement, pour pouvoir se forger une santé mentale de fer, les jeunes ont également peur de l'éducation, ont également besoin de l'éducation. Ils ont besoin d'une santé adéquate. Ils ont besoin d'infrastructures, ils ont besoin de l'emploi. Alors, il faut une approche holistique de la chose. On ne doit pas non plus promouvoir une société qui n'existe que pour le loisir et le plaisir. Il faudrait que nous ayons toutes les conditions remplies afin d'établir une société gaie, une société heureuse et une société égalitaire. Alors, dans ce sens, ce à quoi je voudrais faire appel aux jeunes, c'est que même si vous vous investissez dans les activités ludiques, ne vous limitez pas à cela. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait imaginer le Togo dans lequel vous pourriez profiter encore plus de votre jeunesse, le Togo dans lequel vous pouvez encore plus mieux vous amuser si le Togo se porte bien. Parce que dans les conditions actuelles, combien de jeunes peuvent se permettre de dépenser 5 000, 10 000 francs tous les mois pour aller à un concert? Combien de jeunes peuvent se permettre de dépenser 10 000 francs ou 5 000 francs pour aller à un match? Combien de jeunes peuvent se permettre de dépenser un tel montant pour aller faire des dépenses dans une foire? Combien de jeunes peuvent se permettre de se soigner, de payer leurs études et de travailler dans les bonnes conditions? Alors, ce que nous devons faire comprendre à cette jeunesse, c'est qu'ils peuvent encore avoir plus que ça. Ils peuvent avoir des meilleures opportunités de plaisir, de loisirs et de bonheur. Ils peuvent avoir des meilleures opportunités de divertissement. Ils peuvent profiter de la vie. Ils peuvent voyager, ils peuvent découvrir le monde s'ils en ont les moyens. Mais pour qu'ils en aient les moyens, il faudrait que nous ayons une politique qui répond à nos besoins, qui permet la création de l'emploi. Il faudrait que nous ayons des systèmes sanitaires qui nous permettent d'être en bonne santé. Il faudrait que nous ayons des infrastructures qui nous répondent à nos besoins. Alors, nous ne devons pas nous retrouver dans cette posture où nous interdisons aux enfants de jouer et de s'amuser. Mais nous devons faire comprendre à ces enfants-là que pour pouvoir mieux jouer et mieux s'amuser, il nous faut atteindre un certain minimum de bien-être social. Et la seule façon d'atteindre ce bien-être social, c'est de pouvoir revendiquer ses droits, de pouvoir s'intéresser à la chose politique, de pouvoir se tourner sur les questions de gouvernance dans leur pays. Ce n'est qu'à ce niveau-là que nous allons construire ce Togo qui est joyeux, ce Togo qui est gai, où tous les jeunes pourront véritablement jouir de leur jeunesse et profiter de leur pays. Tout à fait. Wescal, nous devons faire maximum 1 heure d'émission avec Farida. Elle est aussi occupée ailleurs. On va aller dans les détails. J'ai encore une question. Je vais vous lancer. En même temps, donner aussi l'opportunité. C'est une émission du peuple par le peuple. Et nos modérateurs, modératrices peuvent choisir 1 ou 2 personnes. Hein. Bon, 1 ou 2 personnes qui veulent poser une question sur le livre, Mélancolie de l'opprimé. Alors Farida, je vous cite encore. La fatigue qui s'accumule, la peur qui s'installe en silence, la méfiance qui gangrène les luttes, l'infiltration qui divise et fragilise les fondations même du combat. Ce sont les mots qui minent notre combat, notre lutte qui perdure et perdure. Mais il y a toujours de l'espoir. Alors nous sommes tant divisés sur nos stratégies de lutte, tant de la diaspora comme au pays. Alors, comment y arriver, Farida?
Si peut-être d'autres disent que nous devons partir de là et là. D'autres disent que non, on va commencer par le bas. Ça nous divise, Farida. Quel message as-tu, surtout toi, surtout pour la diaspora également? Nous sommes très suivis par la diaspora et comme au Togo. Donc, à ces combattants-là qui espèrent un changement, Farida. Merci pour la question. D'abord, Amos, je voudrais dire que la division sur les démarches à suivre et la méthode de militantisme ne constitue pas une division forcément idéologique. Ce qui devait nous inquiéter plus, ce n'est pas les désaccords sur les approches de résistance. Ce n'est pas les petites disputes qui portent sur la façon de s'organiser. Ça, ce sont des problèmes qui sont beaucoup plus logistiques, si je peux le dire ainsi. Ce ne sont pas des problèmes profondément idéologiques, voire même moraux. Ce qui devait nous inquiéter, c'est beaucoup plus les différences et les diversions sur les questions idéologiques et les questions morales. Du moment où il y a une certaine entente et il y a une certaine concordance entre notre idéologie, c'est-à-dire ce en quoi nous croyons, et entre nos principes en tant que citoyens, peu importe les voies et moyens que nous choisirons, nous viendrons à bout de ce régime. Voilà pourquoi je m'attarde très peu sur ces disputes que moi je trouve ne sont que des disputes cosmétiques et des disputes logistiques, très souvent ancrées dans nos expériences différentes, ancrées dans nos différences également, parce que nous ne sommes pas un peuple monolithique, nous sommes différents à plusieurs niveaux. On parle de différences générationnelles, on parle de différences ethniques, on parle de différences linguistiques, on parle de différences intellectuelles, etc., etc. Alors, par conséquent, il sera impossible pour nous de nous entendre toujours tous sur la marche à tenir. Je donne toujours l'exemple d'autres sociétés qui ont combattu des systèmes d'oppression beaucoup plus forts et plus ancrés que les nôtres. Alors, je vais prendre l'exemple du Civil Rights Movement des États-Unis, c'est-à-dire le mouvement des droits civils aux États-Unis, qui a conduit à la fin de la ségrégation dans les années 60 au Togo. Eh bien, tous les Afro-Américains qui ont contribué à ce combat ne se sont pas entendus sur la méthode et la démarche. Martin Luther King n'avait pas la même façon d'approcher la résistance que Malcolm X, n'avait pas forcément la même façon d'approcher la résistance que Kwame Touré, etc., etc. Il y avait beaucoup de factions, le Black Panthers, le Nation of Islam et bien d'autres mouvements. Donc, c'est un ensemble de mouvements et de groupes de résistance qui ont conduit à la fin de la ségrégation aux États-Unis. Alors, par conséquent, nous devons puiser de cela et comprendre que même si nous sommes différents dans la méthode que nous utilisons, comme ça a été le cas aux États-Unis avec les Afro-Américains, du moment où nous croyons fondamentalement en la libération du peuple togolais de la dictature, en la création d'une société togolaise qui est libre et égalitaire, nous pouvons y arriver. Alors, ce qu'il nous faut, c'est de rester fidèles à notre conviction que le Togo peut être libre, de continuer par investir nos efforts, nos ressources dans ce combat et rester consistants dans notre résistance. Du moment où nous sommes consistants dans cette résistance, nous viendrons à bout de ce régime. Alors, ce n'est pas la divergence de méthode qui nous pose problème. C'est le fait que nous ne sommes pas toujours consistants. On commence une initiative, on abandonne après-demain. On commence une autre l'année prochaine, on abandonne 6 mois plus tard. On enchaîne avec une troisième, on abandonne 1 an plus tard. C'est le fait que nous ne sommes pas consistants, que nous ne sommes pas investis dans la durée de façon consistante qui nous empêche d'avancer. Ce n'est pas autant que cela le fait d'avoir des approches différentes qui nous empêchent d'avancer. Tout à fait, je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous qui venez de prendre le train en marche sur TikTok Live de l'émission La Voix du Peuple de Radio Canal K de Radio Avulité, sachez que vous êtes dans votre émission. Nous recevons pour vous Farida Bemba Naborema, auteur du livre Mélancolie de l'opprimé. Alors Escale, je sais que tu ne peux pas finir tes questions aujourd'hui, mais je te laisse encore poser une question et en même temps donne la parole aussi. C'est une émission du peuple à le peuple. Ceux qui souhaitent poser encore une question en profondeur
sur le livre à Farida Bebanambourma Wescal. Merci Sylvain Amos. Merci Farida pour toutes ces explications. J'aimerais poser une question. Nous faisons face où il y a un sujet d'actualité, ce que nous disons pour la plupart du temps maintenant sur la toile. On parle beaucoup plus de la lutte citoyenne, de la révolution populaire. Donc, ce qui met en exergue, ce qui met en avant le peuple. Dans le chapitre 23 de votre livre, vous parlez, je vous cite, vous dites, si nous traitons notre peuple avec mépris et incompréhension, nous aliénons ceux que nous cherchons à libérer. Mais si nous comprenons leurs blessures et leurs peurs, alors nous pourrons petit à petit rallumer cette flamme qui, malgré tout, brûle encore sous les cendres de la résignation. Et vous avez dit plus haut que si nous voulons voir ce peuple se lever, nous devons d'abord le guérir, lui redonner confiance en sa propre force, lui montrer que la résistance ne signifie pas forcément tout perdre, mais aussi être un chemin vers la réappropriation de son pouvoir. Dites-moi, ma première question concernait la jeunesse, mais là, c'est le peuple dans sa globalité. Aujourd'hui, nous qui intervenons ou qui prétendons être dans la lutte, il nous arrive d'être fatigués et de traiter ce peuple de nul, de ce peuple d'inconscient. Et nous pensons, on le traite n'importe comment. Quel message avez-vous, d'abord pour ceux qui pensent que le peuple togolais est inconscient, qui ne vaut pas la peine de se battre pour lui, et quel message spécial vous avez pour ce peuple dans cette lutte pour la révolution populaire? Très bonne question, Farida. Merci. Farida. Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je souhaiterais dire une chose, c'est que très souvent quand on parle de peuple, on en parle comme si c'est une entité qui est fixe. Et pourtant, le peuple est une entité qui est dynamique. Quand les gens parlent de peuple togolais, on croirait que c'est juste un groupe d'individus qui sont restés pareils de 1960 jusqu'à nos jours. Et pourtant, le peuple togolais se renouvelle. Le peuple togolais de 2025 n'est pas le peuple togolais de 2005, n'est pas le peuple togolais de 1990, n'est pas le peuple togolais de 70 ou le peuple togolais de 1960. Pourquoi? Parce que les Togolais naissent tous les jours et les Togolais meurent tous les jours. Alors, quand on regarde aujourd'hui la démographie du Togo et la constitution du peuple togolais, les données démographiques indiquent que 70% des Togolais ont moins de 35 ans. C'est-à-dire que 70% des Togolais sont nés après 1990. Ceci étant, ce qu'on désigne par peuple togolais aujourd'hui est différent de ce qu'on désigne par peuple togolais il y a de cela 30 ans, il y a de cela 40 ans, il y a de cela 60 ans. Alors, la raison pour laquelle je dis qu'on devrait arrêter de traiter le peuple avec mépris, c'est parce que pour chaque génération, les expériences et les vécus sont différents. Et chaque nouvelle génération a absorbé les traumatismes, des défaites des générations précédentes. Pourquoi? Parce que les nouvelles générations sont nées et ont été élevées par des générations qui ont essayé et qui ont échoué. Alors, quand on regarde les Togolais d'aujourd'hui, dans leur forte majorité, qui ont moins de 35 ans, ce sont les enfants, ceux-là qui avaient bravé les chars, qui avaient bravé les balles dans les années 80 et dans les années 90. Par conséquent, ces parents ont plus ou moins inculqué leur traumatisme à leurs enfants. Et quand un jeune Togolais se lève aujourd'hui, c'est la génération précédente de ses parents qui les met en garde, qui leur dit que si vous vous engagez, vous allez avoir mal, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela comme conséquence, parce que en notre époque, nous avons essayé et ça n'a pas marché. Et donc, on transmet cette défaite, cette peur et cette douleur à ses enfants. Et donc, dans ce chapitre, je dis d'abord que le peuple togolais est traumatisé et le peuple togolais doit guérir. Vous savez, nous n'avons jamais eu l'opportunité au Togo
de guérir de nos douleurs, de guérir de la violence que nous avons subie sous la dictature de Gnassingbé Eyadema et ensuite sous les massacres que nous avons connus avec son fils Faure Gnassingbé qui a massacré plus d'1 millier de Togolais pour prendre le pouvoir en 2005. Nous n'avons pas guéri parce que nous n'en parlons même pas. Il n'y a pas eu de véritable processus de discussion, de vérité qui puisse permettre au peuple de faire face à ces traumatismes et de venir à bout de sa souffrance. Alors, nous avons en face de nous des gens qui n'ont plus toutes leurs capacités de raison, dont les capacités de raison sont impactées par des traumatismes véritables. Alors, je suis convaincue que là où nous sommes, si l'on fait un scanner du cerveau d'une forte majorité des Togolais, les images des IRM révéleront que nous avons vécu des traumatismes, parce que les traumatismes psychologiques laissent des traces dans les images dans notre cerveau. Des psychiatres peuvent dire, des neurologues peuvent dire que voilà, telle personne a vécu des traumatismes neurologiques sévères. Alors, nous avons en face de nous une population qui est malade. Nous tous, y compris, nous sommes malades. Et nous n'avons pas encore guéri de cette maladie. Nous n'avons pas encore confronté ce traumatisme. Alors, ça commence d'abord par la guérison. Et la guérison commence par le rétablissement des faits. Nous devons faire face à ces faits. Nous devons pouvoir discuter en tant que Togolais. Ce qui est dommage dans notre contexte, c'est que à chaque fois qu'on a parlé de dialogue au Togo, de dialogue politique, ça a toujours été un soi-disant dialogue entre la classe politique, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir et quelques leaders de l'opposition. Mais ceux qui ont vécu les plus graves traumatismes, ce ne sont pas seulement, mais souvent les leaders de l'opposition ou les leaders politiques, ce sont les populations elles-mêmes. Est-ce que les populations togolaises ont eu l'opportunité de s'asseoir entre elles et de parler à haute voix, sans peur et sans crainte de ce qu'elles ont vécu sous Gnassingbé Eyadema et sous son enfant? Que ce soit les chars qui passaient dans les rues et qui tabassaient les gens pour un oui ou pour un non, que ce soit les gens qui se sont fait kidnapper et tuer, que les parents n'ont plus jamais revu jusqu'à ce jour sans qu'on ne sache comment est-ce qu'ils ont été tués, que ce soit les centaines de corps qui ont été jetés dans les lagunes, les dizaines de corps repêchés dans la lagune de Baie, des personnes jetées dans la mer, que ce soit des journalistes qui ont été enlevés, assassinés, que ce soit les militants qui ont été torturés jusqu'à être tués. Nous avons vécu une histoire horrible en tant que peuple et nous n'avons toujours pas eu le courage d'en parler, d'en discuter et d'en guérir. Eh bien, le processus de rétablissement des faits et de discussion nous permettra en tant que peuple de guérir de cette situation et de venir à bout de cette peur que nous avons de ce régime. Et ce travail ne peut se faire que par l'éducation, par les formations, par la création d'espaces de discussion. Il faudrait qu'en tant que citoyens, nous en parlons. Et plus nous en parlons, en fait, nous arrivons à ce stade-là où nous prenons conscience de la gravité de ce que nous avons vécu, où nous souhaiterons que plus jamais aucun Togolais, et surtout pas nos enfants, ne vivent ce que nous avons vécu. Et donc la fibre patriotique et l'envie de se battre pour mettre fin à ce cycle d'oppression et de répression naîtra automatiquement. C'est comme c'est comme faire passer une victime d'un viol, par exemple, par un processus de guérison. Il nous faut une thérapie en tant que peuple. Et la thérapie, nous ne pouvons nous l'offrir qu'en libérant la parole. Tout à fait. Alors, vous qui tapotez, nous sommes plus de 300 personnes, si je ne me trompe pas, ici, tapoter, partager, si chacun tapote, sécuriser le live. Alors, Escale, mélancolie de l'opprimé, nous en discutons avec l'auteur Farida Bemba Nabourema. On a plus assez de temps, on va prendre maximum deux auditrices ou auditeurs de cette émission. Alors, Escale, je te laisse la main de prendre deux compatriotes qui veulent poser une question directe sur le livre à Farida Bemba Nabourema. Sûrement, Farida n'a pas écrit ce livre pour elle, hein, elle a écrit ce livre pour nous tous, hein, parce que moi-même, je me retrouve dans Mélancolie de l'opprimé. Pascal. Et merci. Nous avons actuellement sur le panel deux personnes. Il y a Joseph Carter et il y a Ogbemou. Comme l'a dit Sylvain Amos, vous allez poser des questions directes
succincte, mais sur le livre. Donc, je donne la parole dans l'ordre d'abord à Monsieur Joseph Carter et ensuite à Yao Bemou. Joseph Carter, vous avez la parole. Bonsoir, Joseph. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, Weskel. Et bonsoir, Madame Farida. Bonsoir. Ouais, je voudrais tout d'abord exprimer toute mon appréciation par la clarté de vos idées et la manière dont vous arrivez à disséquer le complexe politique togolais et le mettre sur la place publique pour que nous qui n'arrivions pas à pouvoir l'exprimer aussi clairement, puisse le comprendre et pouvoir peut-être parler à nos jeunes frères et sœurs. Merci pour ça. Votre livre, moi, je l'ai déjà acheté il y a plus d'une semaine ou peut-être 2 semaines. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je crois que je vais me jeter là-dessus pour le faire. Ma question irait plutôt sur un de vos commentaires que vous venez de faire. Vous aviez dit qu'un combat en termes de lutte pour l'avènement de la démocratie est une succession d'actions. C'est le terme succession d'actions que j'ai apprécié. Mais ma question irait dans ce sens. Est-ce que comment appréciez-vous pour le fait qu'on ne soit pas arrivé à avoir le résultat final, qui serait normalement le départ du régime politique qu'on a en place aujourd'hui au Togo, parce qu'on n'est pas arrivé à ce résultat? Comment jugez-vous les successions d'actions? Est-ce que vous pensez que toutes ces actions menées sont des actions à jeter par la fenêtre et retrouver d'autres actions pour qu'on puisse arriver, ou c'est des actions sur lesquelles on pourra se baser pour pouvoir déterminer d'autres qui pourront éventuellement nous amener à faire dégager le régime cinquantenaire ou peut-être soixantenaire qui est en place au Togo aujourd'hui? Merci à vous pour votre question. Elle est pertinente. D'abord, je tiens à dire que les actions ne peuvent pas être menées à tout hasard. Elles doivent être déterminées en fonction de la situation politique, du contexte politique. Par conséquent, il y a des actions qui ont été plus impactantes que d'autres. Alors, c'est un devoir que nous devons faire dans ce combat, d'analyser en fonction du contexte quels actes nous pouvons poser en tant que militants pour pouvoir faire continuer la résistance, mais pour pouvoir également égaler le rapport de force avec le régime que nous avons en face de nous. Parce que, par exemple, dans mon livre, dans certains chapitres, je pense, excusez-moi, je vais regarder le sommaire pour savoir exactement quel chapitre. Je pense qu'il s'agit du chapitre 20 ou 21, dans lequel je parle de comment l'appelle-t-on, résister dans la lutte comme l'on résisterait, d'utiliser les principes de la science physique et les appliquer à la résistance politique. Dans ces chapitres, je donne des exemples très clairs qui nous permettent de pouvoir analyser le rapport de force. La raison pour laquelle nous n'avons pas eu de succès, c'est parce que la force que nous avons exercée contre le régime n'a pas été plus forte que la force que le régime, elle, a exercée sur nous. Et très souvent, la force que le régime exerce sur nous, c'est la répression, c'est l'intimidation, c'est la désinformation. Alors, nous devons pouvoir analyser nos échecs et voir comment est-ce que nous pouvons récalibrer nos actions pour nous assurer que notre force puisse surpasser la force de ceux que nous avons en face de nous et de ceux qui sont en train de nous opprimer. Alors, ce n'est pas seulement une question de changement des actions. Dire que on a essayé tel acte hier, ça n'a pas marché, donc demain il nous faut un autre acte. Ce n'est pas ça. C'est identifier ce qui n'a pas marché, ce qui a permis au régime de se renforcer, de renaître, et voir comment est-ce que nous pouvons recalibrer aussi nos efforts. Tout à fait. Alors, le deuxième intervenant, Wescal, rapidement, s'il vous plaît. Et puis, pour nos modérateurs, ceux qui sont en train de monter, nos invités, accepter la demande de Fovie Katako, parce que ce sera avec lui qu'on va voir en image notre deuxième invité, qui n'est autre que Maître Isabelle Amegavi dans la deuxième partie, s'il vous plaît. Merci. Wescal, allez-y. La personne, notre deuxième intervenant, qui devait poser la question est tombée. Ah d'accord, je pense qu'il a un souci de connexion. Alors, je profite, vous pouvez poser votre dernière question en guise de conclusion à Farida Navourema, s'il vous plaît.
Et en Ok. même temps, on D'abord, peut accepter encore, je vous remercie. on peut accepter encore un compatriote ou bien une compatriote dans cette émission. Euh, Farida, je vous remercie beaucoup pour ce livre que vous avez écrit et pour aussi les réponses très claires que vous essayez de donner à chaque fois aux questions que nous posons. Je cherche, je suis en train de chercher l'extrait. Il y a quelque part dans votre livre où vous parlez un peu des aînés, des devanciers, que il ne faudra pas, Fauvi Katako, merci de vous noter, qu'il ne faudra pas peindre en noir tout ce que ces gens ont fait. Et vous parlez, je cite votre expression, mais les victoires, aussi petites soient-elles, donc vous parlez quand même de quelques victoires que les devanciers ont eu à engranger durant la lutte. Et que, ce qui est intéressant, il devra quand même nous appesantir, nous poser sur ces victoires pour apprendre d'eux et pour continuer la lutte. En fait, comment pensez-vous que la succession pourrait se faire entre l'ancienne génération et la nouvelle génération aujourd'hui qui prône beaucoup plus la lutte citoyenne et la lutte et pour une révolution populaire? Merci beaucoup pour votre question. D'abord, je tiens à dire que l'inclusion ne se fait pas par hasard. L'inclusion, elle se fait de façon stratégique. Généralement, quand on parle aux aînés et qu'on se plaint du fait que nous ne voyons pas des jeunes à la tête de leur parti politique ou de leurs initiatives, la réponse est qu'on ne voit pas les jeunes ne s'intéressent pas, les jeunes ne viennent pas aux réunions, les jeunes ne sont pas présents. Eh bien, il n'est pas que question de se plaindre du fait que les jeunes ne sont pas là. Il est question d'être intentionnel dans la façon dont nous impliquons les jeunes. Comment est-ce qu'on va vers ces jeunes? Comment est-ce qu'on crée des espaces pour renforcer les capacités de ces jeunes de façon à ce que ces jeunes-là puissent maintenant porter le flambeau jusqu'au bout. Il y a un constat très triste que je fais. C'est que quand on regarde la plupart des partis politiques au Togo, je ne pense pas que dans le leadership de ces partis politiques, nous ayons des personnes qui ont moins de 40 ans. Si nous avons la chance, certains partis ont dans leur leadership des personnes de moins de 50 ans. Et pourtant, nous avons plus de 70% de la population togolaise qui, elle, a moins de 40 ans. Les mêmes personnes sur lesquelles les leaders politiques comptent pour battre les pavés, pour militer, pour résister, pour revendiquer les droits, pour revendiquer les votes quand il y a fraude électorale, ce sont ces mêmes jeunes que l'on ne juge pas assez matures, assez intellectuels, assez formés, assez courageux pour porter la résistance. Si l'on pense qu'un Togolais est assez mature, est assez âgé pour lutter pour un meilleur Togo, alors on doit pouvoir lui faire confiance avec le leadership. Si l'on identifie des failles et des manquements au niveau des capacités de cette jeunesse, on renforce cette jeunesse-là, par la formation, par l'éducation et par la pratique. Alors les jeunes ne vont pas devenir des leaders tout simplement parce qu'ils le souhaitent, tout simplement parce qu'on leur fait appel. Il faut créer des espaces pour les inviter et il faut les préparer à prendre ce leadership par la formation. Il faudrait que nous puissions demander aux leaders politiques de notre pays qui luttent pour un Togo meilleur, combien de temps est-ce qu'ils ont consacré à des formations pratiques qui visent à construire le leadership des jeunes de leur parti, qui visent à préparer les jeunes de leur parti à prendre la relève, qui visent à dire que d'ici 5 ans, au sein de notre parti, 60 ou 70% du leadership sera remplacé par des personnes de moins de 40 ans pour correspondre à la démographie togolaise. Combien de partis politiques ont des programmes de formation de leur jeunesse pour les préparer à prendre les rênes du parti? Comment gérer un parti? Comment définir l'idéologie du parti? Comment négocier dans un parti politique? Comment faire le plaidoyer? Comment renforcer les capacités des populations? Comment faire la conscientisation? Comment parler en public? Comment communiquer? Etc., etc. Ce sont des formations pratiques. Ce sont des choses que l'on peut acquérir par l'éducation, par la formation. Mais combien de partis investissent dans leur jeunesse? Il faut investir dans la capacité et dans l'intellect de sa jeunesse. Et
tout parti qui ne le fait pas est une partie qui n'a pas de vision lointaine, est un parti, pardon, excusez-moi, est un parti dont les leaders ne voient pas la continuité du parti au-delà de leur propre personne, au-delà de leur individu. Et je trouve cela égoïste et je trouve cela malheureux. D'accord. Wascal, comme je l'ai dit tantôt, hein, on doit respecter l'heure, 1 heure d'émission, on a pris un peu de retard. S'il y a un intervenant, on peut quand même le prendre et puis conclure avec Farida Nabourema. Wascal. Non, et là, il n'y a personne. J'avais fait monter D'accord, de je faire pense... défendu. D'accord. D'accord. Moi, j'ai vu pas mal de demandes. Je sais que les gens demandent et puis c'est TikTok, on comprend. Et désolé, même si on anime 2 heures d'émission pour parler de ce livre mélancolique de l'opprimé, on va pas finir ce soir même. Merci infiniment à vous qui t'apportez partager. Merci de soutenir, de sécuriser le live. Alors Farida, à part retrouver le livre sur Amazon, quels sont les points de vente, Farida, s'il te plaît? Les points de vente dans les différents pays d'Afrique, dont le Togo, seront annoncés très prochainement. Je pense d'ici la semaine prochaine. Nous sommes en train de finaliser ce processus pour nous assurer que nos différents fournisseurs auront accès aux livres dans ces différents pays où nous en avons trouvé avant que ces points de vente ne soient annoncés. Mais les gens peuvent suivre de près sur ma page Facebook. Je ferai l'annonce très prochainement et peut-être je vous ferai parvenir également l'information pour que vous puissiez le partager avec vos auditeurs. Tout à fait. Donc, on peut pour l'instant commander le livre Mélancolie de l'opprimé sur Amazon. Tout à fait. D'accord. Alors, Farida, votre mot de fin. J'ai plus de questions. Sinon, si je relance encore des questions, ça va continuer. Je garde ces questions pour plus tard. Alors, que direz-vous, surtout à la jeunesse togolaise? Puisque je pense que tout au long de cette émission, vous avez mis l'accent, même Wascal aussi, hein, dans ces questions, il a mis l'accent sur la jeunesse. Alors, quel message surtout à la jeunesse togolaise? C'est un message qui est très simple, de ne pas perdre espoir et de savoir qu'elle est méritante la jeunesse togolaise mérite la dignité. Elle mérite d'être épanouie, elle mérite le bonheur, elle mérite la liberté. Et à un moment donné, en tant que Togolais, nous avons subi tellement de sévices de la part de tout le monde que nous en sommes venus à penser qu'en tant que Togolais, nous ne méritons pas la dignité, nous ne méritons pas la liberté et nous ne méritons pas la prospérité. Et surtout que nous ne pouvons pas l'avoir dans notre pays parce que ceux qui le dirigent ont fermé tous les bouts, empêchant à la plupart de notre population de pouvoir s'épanouir. Mais je veux que le peuple togolais comprenne qu'il le mérite, que le peuple togolais sache que c'est son droit et que personne n'a le droit de lui ôter en fait ce mérite. Et le Togo nous appartient à nous tous en tant que citoyens et nous avons le droit de profiter de notre pays, de jouir de la beauté de notre pays, de la richesse de notre pays, et donc le devoir de nous impliquer dans ce combat pour pouvoir rentrer en possession de nos droits. En tout cas, merci infiniment. Je peux avoir une question pour Farida avant qu'elle ne parte? Weska, je ne sais pas qui parle, hein, franchement. C'est Togo Vision qui vient de montrer. C'est Togo Vision qui vient de montrer. Exceptionnellement, puisque Togo Vision est un homme des médias, on peut la médias. Parce que je ne sais pas. Exceptionnellement, s'il vous plaît. Ok, Togo Vision, vous avez la parole. Vous pouvez poser la question à Farida rapidement. Oui, désolé pour le côté un peu impromptu. Je prends seulement l'émission maintenant et je n'ai pu suivre que la dernière partie. Mais j'ai été interpellé par les dernières, les dernières réponses de Farida. Et je voulais commenter dessus et poser une question rapidement. Il est vrai que, oui, il est vrai, et je suis complètement d'accord que les partis politiques ou même la société civile doit s'engager à former la jeunesse. C'est clair. Parce que si on veut qu'il y ait une relève, il faut la former. Mais la problématique, c'est que, où est-elle cette jeunesse? Parce que, si je me rappelle Farida elle-même, je me permets de tutoyer, personne ne t'a formé.
tu as appris, tu t'es instruit, tu t'es cultivé, tu as fait en sorte d'apprendre par rapport à qu'est-ce qu'une ligue citoyenne, l'histoire du Togo. Et je vois que la jeunesse aujourd'hui, elle est paresseuse. Elle ne fait pas cet effort. Quand j'écoute sur TikTok les gens parler, je me dis, mais d'où est-ce qu'ils sortent? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de leur pays? Et donc, quelque part, ma question elle est là, comment on peut faire pour motiver la jeunesse à s'instruire, à se cultiver, à apprendre l'histoire qu'on leur cache de leur pays, plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne leur apprendre? Voilà, je crois que quelque part, on doit faire cet exercice-là aussi de dire, OK, les partis politiques, la société civile, les leaders actuels doivent faire quelque chose pour former cette jeunesse, mais si la classe est vide, on ne peut pas aller chercher des gens dehors. Donc, quelque part, ces gens qui sont dehors, comment on peut les motiver? D'accord. Merci de vos visions. Merci. Farida, désolé. D'accord. Merci pour votre question. D'abord, je tiens à dire que quand je parle de la formation de la jeunesse et de la formation de nos relèves pour le leadership du parti, je parle d'abord des jeunes d'un parti politique. Pour qu'un jeune puisse s'intéresser à la politique au point de devenir membre d'un parti politique, d'en avoir la carte d'adhésion et même de cotiser, c'est que cette jeunesse-là est intéressée par la cause de son pays. Ce n'est pas une jeunesse qui est désintéressée, qui milite au sein d'un parti politique. Et croyez-moi, je sais que dans tous les partis politiques, il y a des membres. Et quand je parle de formation, là, je suis concentrée d'abord sur les membres des partis politiques. Mais allons maintenant au-delà des membres des partis politiques. Quand vous donnez mon exemple et que vous dites que Farida, vous qui vous a formé, vous avez fait le travail vous-même, j'aurais aimé que ce soit le cas, mais c'est archi faux. Moi, j'ai été formée depuis mon enfance par mon père. Déjà avant l'âge de 15 ans, sans vous mentir, j'avais déjà lu au minimum 200 livres de ma vie. Et de ces 200 livres, plus de 60% étaient des livres politiques parce que j'avais un père qui était extrêmement impliqué. Je me rappelle quand j'étais au lycée, mon père m'a offert une bibliothèque. Il a fait construire une bibliothèque à un musée. Et quand on rangeait mes livres dans les bibliothèques et qu'on comptait, je me retrouvais à plus de 530 livres alors que je n'étais qu'en classe de seconde, dans ma chambre, qui sont des livres que mon père m'a achetés. Alors, de par la lecture, mon père a investi en moi. Ensuite, nous avons eu des heures et des heures de discussion pendant plusieurs années avant même que je ne quitte le Togo. Maintenant, après ma formation par mon père, j'ai été aussi formée académiquement. J'ai quand même étudié les relations internationales qui sont une filière de la science politique dans la meilleure université qui a dans l'université qui a le meilleur programme de relations internationales au niveau du premier, du deuxième cycle dans tous les États-Unis. Le School of International Studies d'American University, pendant plus de 30 ans, a occupé la première place de la meilleure école de relations internationales de tous les États-Unis. Alors, ma formation n'est pas un hasard. Ce serait malhonnête intellectuellement de ma part de venir dire que moi, je n'ai pas été formée, j'ai juste fait le travail toute seule, et donc tous les autres Togolais qui ne sont pas aussi informés ou aussi cultivés que moi sont des paresseux. Non, je ne pense pas que ce soit des paresseux, ce sont des gens qui n'ont pas eu les mêmes privilèges et les mêmes opportunités que moi. Alors, après avoir reconnu maintenant ces privilèges et ces opportunités dont moi j'ai bénéficié, je suis consciente que les autres Togolais n'en ont pas bénéficié. Nous devons être intentionnels, comme je le dis encore, pour apporter l'information et la formation à la jeunesse. Et ceci se fait par des différents programmes dans lesquels l'on invite des jeunes à venir s'informer. Posons-nous la question, en tant que militants togolais, surtout de notre génération ou de la génération avant nous, combien d'entre nous avons créé des programmes de formation qui permettent aux jeunes Togolais de se former sur les questions politiques, pas que sur la politique du Togo, mais sur la politique africaine et sur la politique globale. Il y a de cela 2 ans, moi j'ai mis sur place un programme de formation des jeunes. Malheureusement, avec mes moyens limités, je n'ai pu que faire venir dans ce programme une quinzaine de jeunes. Mais Sylvain Amos, vous en êtes témoin, je vous ai invité à cette formation. J'ai invité des personnes de différentes parts du monde, l'Ouganda, le Kenya, le Zimbabwe, les États-Unis, les Caraïbes, pour venir partager leur savoir politique avec la jeunesse africaine. Si nous tous, nous arrêtons de criminaliser l'ignorance de la jeunesse togolaise, de les faire passer pour des paresseux, des inconscients, des jeunes qui ne veulent rien faire, qui ne veulent rien apprendre, et que nous sommes
Nous Farida, il y en a mettons quand même, des des gens qui sont structures, paresseux. nous mettons en place des structures pour former les jeunes. Nous nous plaiderons, moi, de ne pas voir plus de jeunes à la tête de nos efforts politiques. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons une jeunesse, parmi notre jeunesse, un grand nombre qui veulent se faire former, qui veulent se faire éduquer. Mais comment est-ce qu'on peut attendre que des gens qui n'ont pas forcément 5 000 francs pour manger tous les mois puissent acheter des livres pour s'informer, pour s'éduquer, des gens qui n'ont pas des centres et un régime qui est obscurantiste où les universitaires n'ont même pas des financements pour des travaux de recherche, que l'on puisse attendre que cette jeunesse-là puisse être éduquée. C'est à nous et c'est aux leaders des mouvements et des partis de faire cet effort-là pour former ces jeunes. Si chaque année nous ne réussissons à former ne serait-ce que 100 personnes, eh bien sur 10 ans nous en aurons 1000. Et c'est comme cela que ce travail-là pourrait être fait. Merci. En tout cas, je suis désolé, on ne peut pas ouvrir un débat. Ça fait plus d'1 heure, hein, donc on a dépassé l'heure. Merci Farida de ta disponibilité, je peux confirmer. J'ai participé quand même à un programme de la formation des jeunes. J'étais sorti très très heureux. Merci de continuer ce travail, Farida Nabouema, avec vos moyens de bord. Je ne sais pas qui, bon, il y a écho, mais merci infiniment. Mais Diaspora Togolaise, s'il nous plaît, j'en fais partie. Donnez les moyens pour sensibiliser la jeunesse. Donnons-nous les moyens. Faisons l'effort de le faire avant d'accuser les jeunes. Je sais de quoi il s'agit. Hein? Mais merci infiniment Farida Nabou, vraiment. Merci infiniment. Donc, on se retrouve très prochainement pour d'autres débats citoyens, puisque vous avez mis l'accent sur la formation des jeunes. Vous pouvez aussi proposer à Radio Avouleté un live de maximum 1h30. On vous prend, on parle avec la jeunesse, Farida. Merci infiniment, Farida. À très bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup, Sylvain Amos, et merci également à tous ceux qui ont suivi. Et merci aussi à ceux qui ont pris part à l'émission en posant des questions. Je vous remercie. Merci, à très bientôt.